Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro allora. Parliamo di sport oggi, parliamo di sport ed educazione e il motivo credo che sia abbastanza chiaro se solo ci pensiamo un attimo, perché lo sport non è solo quella cosa che ci tiene agganciata ai divani e alla televisione in certe occasioni, più o meno belle, ma è una modalità di esprimersi, è una modalità di comunicare, è una modalità di trasmettere una proposta ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, che coinvolge tutta la persona. Lo sport c'entra con l'educazione e se ci pensiamo una delle prime modalità di rapporto con i bambini, con i nostri figli è il gioco. Tutti quanti ci passiamo di mezzo, no? E poi crescendo il gioco diventa altre cose e diventa anche, può diventare anche lo sport, a volte diventa anche lo sport e diventa un mettersi in gioco. Entrano in ballo altri fattori, entra in ballo una possibilità di crescita. Donc des possibilités de croissance, de développement dans le sport, communication de valeurs, de passion, la compétition, l'élan pour faire quelque chose de mieux, à sortir le mieux de soi-même. Donc ce n'est pas que le transfert de règles, de critères, mais c'est sortir le mieux de la personne, sortir le mieux et l'éduquer à cela. Le pape François a parlé, et souvent on parle de sport, tout d'abord parce que lui-même il a une passion, et d'ailleurs il va nous partager ça plus tard, mais aussi et surtout parce que il a bien clair à l'esprit cette traduction du sport. Et d'ailleurs, à une occasion, il s'est exprimé de la sorte. D'ailleurs, cela m'a frappé énormément. L'exercice des Jeux olympiques dans son expression la plus élevée, c'est bien l'invitation à développer les talents que Dieu nous a donnés. Lorsque les athlètes font leur mieux, le sport nous émerveille, nous fait sentir fiers. Il y a tellement de beauté dans les mouvements, dans la force du jeu d'équipe. Dans ce cas, le sport va au-delà d'un exercice physique et nous amène dans l'arène de l'esprit, voire du mystère. Voilà une dimension que nous gardons toujours à l'esprit lorsque nous suivons nos enfants quand ils font du sport ou alors quand on regarde la télé pour suivre un match de football. Mais le vrai match, c'est bien ça dont je suis en train de parler. Et aujourd'hui, nous parlons justement de cela avec nos trois invités. D'ailleurs, nous sommes très reconnaissants pour leur présence. Ils vont nous raconter ce qu'ils font. Enrico Palmeira, à droite, je dirais de l'applaudir. Le secrétaire de Schola Occurrentes, un exercice très important, très étendu, très important. Donc, on va en entendre parler avec une histoire, une expérience importante à partir d'une intuition que le pape François avait lorsqu'il était à l'époque archevêque de Buenos Aires, donc il y a déjà quelques années de cela. Donc voilà, il s'agit de mettre en réseau, de connecter des réalités qui travaillent pour l'éducation de nos enfants. À partir de cette intuition, c'est un réseau qui s'est développé, qui est présent dans 190 pays et qui est voué à la collaboration de plusieurs sujets et acteurs dans l'éducation. C'est vraiment impressionnant, mais vraiment à partir de cette intuition, Eric va nous parler de cela. Ce qui est également impressionnant, c'est également autre chose, c'est-à-dire le CSI, qui est représenté par M. Bosio, son président. Nous la connaissons bien parce que cette structure est présente depuis 70 ans et est vouée à
voilà, à partir du sport pour éduquer, avec des chiffres vraiment impressionnants, 13 000 sociétés de sport, 300 000 événements sportifs, compétitions et événements de toutes sortes, 8 400 000 heures de bénévolat, c'est-à-dire des gens qui s'offrent, qui se consacrent à ces activités, 1 250 000 associés qui paient leur abonnement, donc voilà, et j'en passe. Donc voilà, c'est énorme, mais ce n'est pas que des chiffres finalement, c'est la valeur, c'est l'ampleur de cet exercice, toute l'énergie qui sont consacrées, qui s'investissent dans une réalité de ce type. Monsieur Bozio, son président, va nous en parler. Nous avons d'ailleurs aussi un troisième invité que nous remercions aussi de cœur, Monsieur Cuomo. Sandro Cuomo est parmi aujourd'hui. 54 ans, champion d'une discipline merveilleuse, mais bon, que uniquement tous les 4 ans, nous sommes accrochés à la télé aux Jeux olympiques, donc nous attendons tous les 4 ans pour voir tout cela. Lui, c'est un champion véritable. Lui, il a bien reçu la médaille or, donc le premier prix. Il a gagné les Jeux olympiques à Los Angeles également, 3 or, 4 bronzes. Bon, j'en passe. Il y a aussi des deuxièmes places importantes à rappeler et des titres à non plus finir, parce qu'une fois qu'il a terminé sa carrière d'athlète, il a poursuivi avec l'idée de transmettre ce qu'il vit, ce qu'il connaît aux jeunes. Et donc voilà, maintenant, il est le commissaire technique de valeur de jeunes et dans le cadre d'une compétition internationale, ces jeunes ont gagné beaucoup de médailles en très peu de compétitions. Et voilà, quand on le voit travailler, quand on l'entend parler de son travail, on comprend les raisons de son succès. Il a d'ailleurs publié un livre récemment et il dit, entre autres, ce qui suit. Je suis fière que j'ai pu achever ce travail, c'est-à-dire me raconter. Bon, j'ai travaillé pendant 1 an pour ce livre, mais encore plus fière, je le suis parce que j'ai créé quelque chose qui pourra servir à des jeunes qui seront les champions de demain, à mes enfants et mes étudiants, mes apprentis qui sont à côté de moi. Donc voilà une personne qui souhaite transmettre l'expérience qu'il vit et c'est justement ça ce sur quoi le meeting se consacre cette année. Voilà le thème que nous proposons cette année. C'est Enrique qui démarre, qui nous parle de Scola Occurrentes, ce que c'est que Scola Occurrentes. Il y a aussi des transparents et des vidéos qui vont soutenir son intervention. Voilà, la vidéo va démarrer. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de ce meeting et également tout un chacun pour m'avoir invité à partager avec vous dans cette rencontre, une rencontre créative qui se tient à chaque année, une rencontre au sein de laquelle l'harmonie promue par le pape se traduit concrètement. Donc voilà, un travail d'équipe. Nous sommes tous navrés au vu de la réalité au quotidien, les attentats, la famine, les attentats d'ailleurs que nous avons vus à Barcelone ainsi qu'en Finlande il y a encore quelques jours et d'autres encore qui finalement sont beaucoup moins connus dans les médias et qui concernent et frappent les chrétiens ainsi que d'autres personnes encore au Moyen-Orient, les guerres civiles dans les pays de l'Afrique. Donc voilà, nous sommes très tristes de voir tout cela. Pourquoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, les instruments techniques et naturels sont là pour que
tout le monde puisse vivre, puisse disposer de ce qu'il faut pour vivre. Tout le monde peut avoir une maison pour y vivre. Tout le monde pourrait avoir un repas par jour. Tout le monde pourrait avoir la possibilité d'éduquer nos enfants, les soigner lorsqu'ils tombent malades avec les découvertes, les meilleures découvertes de la médecine. Mais finalement, c'est pas ça qui arrive. Et c'est pas que voilà, cela n'arrive pas aujourd'hui, mais si nous continuons de la sorte, nous risquons de mettre en péril la vie même de notre maison commune, pour utiliser l'expression du pape François, notamment la maison qu'est la terre, notre mère terre. Voilà. De la sorte, ça n'ira pas. Il faut changer le monde. Et pour changer le monde, un parcours possible est le parcours de l'éducation. C'est tous les responsables de l'éducation de nos enfants, de nos jeunes enfants, ne s'harmonisent pas, ben, ça n'ira pas. Mais s'ils le font, alors cela sera possible. Et pour Scolas, bien, il cherche la culture, le sport, les sciences. Donc, cherche des points. Va chercher même. Voilà. Alors, et voilà le but et la mission. Elle cherche à gérer ce concept. Scolas souhaite harmoniser le langage de la tête avec le langage du cœur. Un jeune qui pense doit pouvoir faire ce qu'il sent et qu'il fasse ce qu'il sent et ce qu'il pense. Voilà, cette harmonie est une harmonie universelle quelque part et le pacte éducatif doit être assumé par tout le monde. Ainsi, nous pourrons sortir de cette crise de la civilisation où nous sommes appelés à vivre et ainsi nous pourrons faire les pas que la civilisation nous demande. Le 13 août 2013, le pape François, sur la base du travail qu'il suivait à Buenos Aires, avec moi aussi, entre autres, avec des écoles qui s'appelaient à l'époque des écoles de proximité, avec des religions différentes qui étaient gérées par l'État et l'Église à la fois. Voilà qu'une expérience est faite avec les jeunes, avec l'implication non pas que de l'esprit, mais aussi avec les mains et le cœur. Voilà, c'est l'expérience de Escuelas Hermanas, notamment des écoles avec des lieux, des espaces avec davantage de ressources économiques et des rapports avec ces écoles, avec des écoles sises dans des régions moins avantageuses. Et le pape disait à l'époque, moi je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui prime, qui l'emporte sur les autres. Il faut de la fraternité. Voilà, il faut partir d'une base commune. Et cette initiative donc qui a démarré sans ressources économiques à la base, soutenu par des gestes d'une valeur symbolique très importante. Messi, footballeur, ainsi que Buffon, y ont mis leur grain de sel pour montrer la valeur du sport dans sa valeur éducative. C'est ainsi que Scolas a démarré avec 2 années d'exercice avec l'accompagnement également de Marcelo Scianzarondo le 15 août 2015. Le pape a donné à Scolas, a offert la possibilité d'avoir un nouveau statut reconnu officiellement par l'Église, par le Vatican.
Donc voilà, pour que ce renouvellement éducatif soit concret, il y a toute une série d'activités qui se font et cela d'ailleurs aussi dans le cadre d'autres activités comme Sandro Bomo également est impliqué. Donc, cette nouvelle modalité de formation est mise en place à différents niveaux et cela demande l'engagement non pas que des formateurs et des enseignements, mais également des hommes politiques, des décideurs politiques, des sportifs connus, des artistes et j'en passe. Afin de développer ce programme, je voudrais parler du programme pour la citoyenneté. Dans le cadre de ce programme, il y a des représentants d'écoles très différentes travaillant ensemble pendant une semaine et voilà, ils partagent leurs problèmes vrais. Le programme se définit à travers les problèmes que les jeunes mettent sur la table. Récemment, cela s'est passé à Rome, notamment les jeunes à Rome ont choisi les problèmes liés à l'indifférence et la discrimination. Et ils ont passé une semaine ensemble, ils ont travaillé ensemble. Voilà, il y avait des jeunes filles venant d'écoles confessionnelles différentes. Certaines avaient choisi de venir des sœurs. Et puis, à travers le jeu de l'art, ils ont ils ont surmonté leurs différences, ils sont devenus plus confiantes et ils ont avancé des propositions concrètes, comme par exemple comment réaliser une application pour les cellulaires capable de soutenir les victimes du harcèlement. Et puis, je voudrais aussi partager avec vous les détails d'autres applications. Donc voilà, on peut se connecter avec le monde entier. Nous invitons tout le monde, toutes les organisations sportives à s'enregistrer dans cette application, cette plateforme pour travailler ensemble en réseau. Il y a des universités qui accompagnent ce projet. Plus de 60 universités nous accompagnent dans ce projet qui voilà, se traduit dans la plateforme. Récemment, une rencontre s'est tenue avec une université juive de Jérusalem qui a voulu promouvoir une initiative soutenue d'ailleurs aussi par le pape, notamment un programme pour l'art. Et il y a aussi également un programme consacré aux technologies Scholabs Labs et son nom et pour également la protection de l'environnement. Voilà un petit peu toute la liste des programmes que nous développons. Et maintenant, venons en détail à l'activité sportive. Nous cherchons à mettre ensemble dans la pratique sportive la formation de valeurs aussi, non pas que comme ça, voilà, de façon superficielle, mais dans la pratique sportive même. Voilà, il faut prendre la vie telle qu'elle est, telle qu'elle nous est offerte. Il ne faut pas la laisser partir. Il faut jouer un rôle dans sa propre vie, un rôle actif dans le match qu'est notre vie. Nous mettons en jeu aussi nos valeurs. Il ne s'agit pas de jouer pour s'enrichir, pour gagner davantage d'argent. Finalement, c'est que l'argent, c'est que la recherche, la richesse qui reste dans ses propres mains, mais finalement, il y a aussi de la solitude. Alors que le match qui est joué ensemble, le match, c'est un jeu d'équipe et c'est bien ça la valeur du sport. Quand on est seul, ce match, on ne peut pas le jouer.
Et c'est bien ça que nous cherchons à faire avec les jeunes, de sorte à ce que, avec chaque but qu'on a réalisé, on peut grandir et toute l'équipe pourra grandir. Ainsi, il y aura moins d'exclusion. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais 9 ans, c'était en 1946, et mon équipe, je me rappelle de San Lorenzo. Voilà ce qui s'était passé. Il y avait une balle qui passait d'un joueur à l'autre. Mais ce passage se faisait vraiment de sorte à ce que l'autre puisse réaliser le but. Donc finalement, qui avait réalisé le but? Concrètement, c'était celui qui avait jeté la balle dans le filet. Mais finalement, ce but, c'était le but de toute l'équipe parce que le dernier n'avait que jeté la balle dans le filet, mais il avait reçu la balle par quelqu'un d'autre qui avait passé la balle à lui-même. Autrement, le but n'aurait pas été possible. Voilà donc la valeur de l'équipe, du jeu de l'équipe, de la transcendance en communauté. Voilà, c'est dans tout cela, l'égoïsme tombe et disparaît. Voilà pourquoi il est très important qu'avec chaque but, toute l'équipe puisse grandir pour qu'il y ait une croissance commune et non pas que de la personne individuellement qui a tiré la dernière balle. Voilà, dans ce match, que le match de la ville, il est vraiment très important que la société puisse grandir comme société. Il est important que dans le match de la vie, toutes les valeurs soient mises en jeu. Voilà, c'est notre souhait, c'est notre projet que nous cherchons à réaliser. Que Dieu nous aide pour développer ultérieurement ce projet, mais non pas seuls, mais tous ensemble. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir participer en cette initiative qui est en train d'être lancée, et j'espère que ce soit vraiment positif pour le monde entier. De manière subjective, c'est pour chaque personne de vouloir changer et vouloir s'améliorer, vouloir améliorer ce monde. Pour essayer de faire que cette réalité sportive se concrétise et qu'elle aide tout l'être humain, le pape nous a donné cette orientation. Le pape nous a transmis beaucoup d'idées qui sont profondes et qu'elles ont exprimé que le sport n'est pas important surtout pour l'argent. Et ceci nous le dira même Sandro, que la crise, on le vit à travers le sport quand on le vit pas avec la consommation. C'est pour cela que la première place où on a commencé à développer ces projets de foot avec des valeurs, c'était vraiment une série de quartiers où il y avait des problèmes économiques. Le projet football avec des valeurs, c'est pour les jeunes qui vivent en banlieue et ça cherche à créer de nouvelles expériences de croissance et ça les aide pour des valeurs de solidarité et en appartenance à un groupe à travers le jeu du foot. L'un des objectifs du programme football avec des valeurs, c'est de promouvoir et lier les méthodologies et programmes qui insèrent les valeurs dans le sport. Comme je le disais auparavant, cette activité
a débuté dans les quartiers, dans les zones avec plus des problèmes économiques et cherche à se concentrer sur les respects, sur l'honnêteté, sur la valeur, sur le jeu d'équipe, sur l'identité. La même pratique, c'est comme faire un passage avec le ballon et l'entraîneur essaye de transmettre, de travailler même sur les valeurs. Donc quand quelqu'un se trompe dans les passages, on essaie de mettre l'autre personne comme si c'était une autre personne. Toutes ces valeurs-là sont les valeurs que le pape François a montrées aussi dans sa vie. Par exemple, quand on parlait du ballon qui était en train d'être passé par toutes les personnes, du point le moins attendu, et après, il y avait le centre qui l'a passé à l'attaquant qui l'attendait, mais peut-être ça arrivait d'un autre joueur. Et c'est comme ça qu'il faut être prêt à accueillir la vie de n'importe quel type de direction la vie arrive. Et on met toujours en valeur l'importance de résoudre les problèmes individuellement et cas par cas. Et il faut planifier, mais il faut même comprendre au niveau spécifique comment ça marche, comment ça fonctionne les choses. Parfois, on entend des personnes que l'on dit qu'ils viennent nous rendre visite. On se met d'accord qu'elles viennent à 4 heures et après on attend cette personne. Et cette attitude, ensuite, que dans notre ministère de Santa Marta, il était là et on passait les vacances là-bas. Cette personne venait ici, venait là-bas et restait avec nous, mais pas parce qu'il était allergique aux vacances, comme quelques journalistes l'avaient dit, mais juste parce que pour amour, il ressent le besoin qu'il doit vraiment profiter du temps pour essayer d'accompagner la transformation dont le monde a besoin. Ce projet de foot avec les valeurs s'inspire à ces principes-là. Ça s'adresse à des jeunes et des enfants, mais aussi à des entraîneurs, aux formateurs. Et dans le spécifique, en particulier en Italie, on a eu le plaisir de travailler avec Mario Del Verne, qui est en train de coordonner l'activité foot avec des valeurs en Italie, avec un fort soutien de la part du CSI. Il y a déjà 3 centres dans le territoire où on est en train de développer cette méthodologie avec foot avec des valeurs. À Naples, à Rome, avec l'Auditorium Sao Paulo, et à Como, avec le centre sportif, de Como. J'avais oublié de mettre la diapositive. Vous voyez ici les points dont le projet est développé en Italie. Ces valeurs sont appliquées dans le spécifique aux différents âges des enfants selon leur développement évolutif. Je vais très rapidement maintenant, après Mario aura l'occasion de approfondir ce sujet, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être après les rencontres de formation. Quelle est la date de rencontre de formation, Mario? La rencontre de formation, c'est l'11 octobre, en octobre, à Rome. Quels sont les résultats qu'on vise, qu'on attend? Une majeure intérêt de la part des entraîneurs pour le domaine des valeurs et la formation aussi des valeurs pour les jeunes, pour les jeunes garçons. L'amélioration aussi des techniques est un résultat qu'on veut obtenir, mais il n'est pas mis à la première place.
et n'est pas le seul. Revenons maintenant au changement dont le monde a besoin, dont on est en train de chercher. Il semblerait que ce cycle de sécurité pour prévenir la violence, ce sont deux visages de la même médaille. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se préoccuper de nous-mêmes. C'est naturel qu'il faut contrôler le sac de personnes quand on entre dans des endroits comme ça. Mais il faut bien comprendre que nos politiques, nos formateurs, à la base de tout, à la base du problème, le problème ne pourra pas se résoudre avec plus de sécurité, mais avec l'éducation, avec la formation. Il ne s'adresse pas seulement à la tête, mais aussi au cœur et aux mains. Au cœur et aux mains. Il a été créé un cercle vicieux que le capitalisme utilise pour lier bien les services. Il faut les personnes qui consomment de manière acritique, sans raisonner. Et les jeunes, quand vont dans ce monde-là, sans une perspective comme celle qui est demandée par le cœur humain, les jeunes se sentent déçus de manière volée. Une étude a montré que beaucoup de personnes qui vont devenir de l'ISIS, les 25% de ces personnes ne proviennent pas d'une culture islamique. Ça n'a aucun rapport avec tout cela. Il faut leur offrir une formation qui soit faite aussi d'écoute, des partages, d'ouverture, comme le pape François le disait dans son message pour cette belle rencontre. Il faut vraiment travailler tous ensemble et créer une culture de la rencontre et faire que le monde soit un lieu où on peut habiter tous ensemble. Et je vous remercie beaucoup. Grazie, grazie Enrique. Merci, Eric. Alors, voilà, voyons maintenant ce que le CSI fait pour interrompre ce cercle vicieux, pour donc voilà aller au-delà. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, merci. Je suis très fière du fait que le meeting ait décidé de se consacrer également au sport et à sa valeur éducative. Bon, les chiffres du CSI, vous l'avez déjà partagé, donc je ne le ferai plus. Le CSI, par ses structures territoriales, comités, sociétés sportives et ainsi de suite, cherche à transmettre quelque chose de positif, notamment la valeur éducative du sport. Le CSI né même avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le pape Pio XII qui l'avait fortement voulu, de par la nécessité d'avoir une organisation sportive pour les paroisses, les oratoires, etc. Et donc voilà que cette activité sportive est faite donc au sein de ces structures, des paroisses, des oratoires, de la périphérie, pour la formation et l'éducation des jeunes, etc. Alors voilà, l'oratoire et la paroisse. Aujourd'hui, je pense, voilà, ce n'est plus facile aujourd'hui de porter des valeurs éducatives, même si des structures comme les paroisses et les oratoires sont vouées naturellement à cela. Nous le faisons à travers un mot-clé, le mot de nos volontaires qui sont un peu éparpillés partout en Italie, qui le font en tant que dirigeants, en tant que juges, et ainsi de suite. C'est le service qui les rendent. Et alors, avant de venir ici aujourd'hui, j'étais à la rencontre de nos volontaires avant le début de la journée. J'ai entendu le témoignage d'un jeune homme par rapport à ce qu'il a fait hier
Et il a dit, je suis en train de vivre une expérience belle de service. C'est bien le service qui est au cœur de notre action, de nos personnes. Et dans ce concept, ce mot de service, c'est l'éducation aux jeunes qui doit pouvoir passer. Le CSI, je le dis en passant, parmi ses associés, compte plus de la moitié, 60% et quelques, sont des jeunes, voire très jeunes. C'est-à-dire que nous nous adressons à des jeunes, notamment des personnes qui vivent leur éducation dans le sport. Et à nos dirigeants, à nos associés, à tous ceux, aux juges, etc. Nous demandions des témoignages positifs. Nous demandons des témoins. Dans ma vie professionnelle au sein du CISI, je jouais d'abord à l'oratoire. Quand je commençais à jouer moi-même, en fait, la composition de l'équipe passait aussi par des critères tels que, par exemple, qui est allé au catéchisme plutôt que qui était allé à la messe ou pas. Qui n'allait pas à la messe, même si elle jouait très bien, ben, l'équipe, là, on ne pouvait pas rentrer. Mais un jour, un curé arrive, il y a presque 40 ans de cela, qui était très, voilà, très avant-gardiste, et justement pour cela, il n'était pas très, voilà, très apprécié. Mais il me disait alors, il faut que tout le monde puisse jouer. Fais jouer tout le monde. Il ne dit jamais à personne, va au catéchisme, va à la messe, etc. Mais c'est toi le premier qui doit aller. Témoigne cela avant du match même. Donc, voilà, la messe a dit de 10 heures, était donc à 10 heures, et puis le match était à 11 heures. Si toi, tu vas à la messe, alors ils le suivront. C'est pas que tu puisses leur ordonner. Parce que si tu lui dis uniquement d'aller à la messe et toi tu n'y vas pas, ben, ça ne servira à rien. Voilà que l'expérience que j'ai faite il y a longtemps, c'est quelque chose d'application encore aujourd'hui. Et c'est l'invitation que je fais toujours à chaque fois que j'en ai une occasion, que je fais cette invitation à mes dirigeants et à tous nos entraîneurs. Je disais à nos dirigeants. Su questo invito, provate a testimoniare il. Et donc, je dis témoigner. Vous devez être les premiers à témoigner, mais pas avec les faits, mais non pas avec les paroles. Parce que les paroles, finalement, ça ne dit pas beaucoup, mais c'est le témoignage qui compte. En tant que, disons, personne engagée en CSI, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai été arbitre moi-même pendant 40 ans. Hein. Imaginez ça. Et alors, je me demandais ces jours-ci, voilà, j'ai vu toute une série d'émissions à la télé basées uniquement sur un geste du arbitre qui, voilà, sur un écran. Alors, qu'est-ce que nous dirons à nos arbitres quand il s'agit, qu'est-ce qu'ils doivent dire aux joueurs pour que leurs décisions soient acceptées? Ils peuvent uniquement faire ça. Donc, c'est-à-dire, voilà, nous, on voit bien les choses, on a deux yeux pour voir. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails du monde professionnel. C'est un monde spécial avec beaucoup de choses à considérer. Mais moi, je pense que ne pas être capable de faire accepter un joueur qui joue, voilà, qui joue ce que vous voulez, du basketball, autre chose, la décision d'un juge et qu'il faut avoir confiance en ce juge, voilà, ne pas arriver à le faire accepter, c'est une défaite. Nous vivons à une époque où la communication, bon, une fois, nos interlocuteurs, c'était bien la télé, les journaux, mais aujourd'hui, la communication passe par des instruments différents, où on démonise tout ce qui se passe de négatif, c'est-à-dire qu'on met en exergue uniquement ce qui ne marche pas, ce qui est négatif. Donc, les 800 000 compétitions du CIS où rien ne se passe, personne n'en parlera jamais. Mais un match, vraiment,
un match uniquement où les parents, que sais-je, donnent de bons exemples, de mauvais exemples quand il s'agit de défendre leurs parents ou alors leurs enfants, ou alors pour dire que c'est bien eux qui ont la raison, qui ont la raison dans leurs mains, et alors là, cela fera la une. Ce qui veut dire que c'est toujours le négatif qui l'emporte. Du moins, il y a cette tendance. Et à une époque, à un moment où nous vivons et nous voyons des choses négatives, à chaque moment où il n'est pas toujours facile de se rendre compte du bien que finalement on peut faire et donner pour, voilà, comme c'est ici, la contribution qu'on peut apporter. Il faut absolument montrer que les choses positives sont bien là. Il y en a beaucoup. Il faut vraiment les mettre en exergue parce que si on ne fait pas ça, si on ne pourra pas transférer, si on ne peut pas dire à nos jeunes que, voilà, dans le cadre d'un match, dans une compétition, on peut gagner, mais on peut tout autant aussi perdre. Mais il n'y a qu'une équipe, une équipe qui gagne. Il faudra accepter cette perte, cette défaite, non pas comme une perte individuelle, intérieure, que sais-je, mais bon, une perte dans le sport, ça arrive. Et parfois, moi, je le dis quand j'ai l'occasion de le faire, il n'y a pas toujours le meilleur qui gagne, mais c'est parce que ceux qui ont gagné, peut-être qui ont plus de chance, ont eu plus de possibilités, d'opportunités pour voilà, arriver à réaliser le résultat gagnant. Alors que nous avons plutôt la tendance à transmettre, nous voulons transmettre les valeurs positives. Moi, le CSI et vous ça au sein de la CSI. Je vous ai dit, moi, j'ai travaillé comme entraîneur, comme arbitre, comme dirigeant. Maintenant, je suis même le président national, imaginez-vous. Mais si je revenais en arrière, peut-être que la seule expérience que je ne voudrais pas refaire, c'est bien celle d'être président. Parce que parfois, nous n'arrivons pas à faire comprendre que les dirigeants au niveau central, ce que les dirigeants veulent transmettre aux structures de périphérie, notamment des messages tout petits, mais qui sont capables d'avoir un impact important sur l'éducation de nos enfants. Nous devons transmettre à nos enfants, aux jeunes, des modèles positifs, capables de transférer, de partager de l'éducation. Parce que l'éducation passe non pas par des grands jérémiades, que sais-je, nous sommes avec des grands discours, mais avec les grands discours. Et le CSI et le CI, je pense, cherche à faire cela, je pense. Et je dis, nous sommes en train de chercher à, parce que finalement, qui est engagé dans l'éducation et non pas que dans le sport, je pense, doit toujours être très vigile, très en alerte et ne jamais essayer de dire, voilà, je suis parvenu à cela, j'ai réussi, parce que lorsque voilà, on se dit, voilà, allez, j'ai parvenu à cela, moi j'ai gagné, etc. Ben, ça c'est pas bien. Je me rappelle une fois, pendant des années, j'étais responsable des arbitres de groupe de mon comité. J'étais là avec un jeune homme qui d'ailleurs est maintenant responsable des jeunes arbitres. Et me dit à la fin de tout le travail, tu sais que cette année, on n'a pas eu d'événements dans lesquels les arbitres ont été frappés. Pas une fois. Et en ce moment précis, le téléphone sonne pour nous dire qu'il y avait un événement où l'arbitre avait été frappé. Vous m'imaginez. Donc voilà. Parfois, je me suis demandé, mais est-ce qu'il faut encore un CSI aujourd'hui dans un monde, dans une société où tout est repérable, tout est disponible, on peut trouver tout? Je pense que oui. La réponse est oui, parce qu'il faut nombre de personnes de bonne volonté qui se mettent à la disposition des jeunes, des adultes et des personnes âgées pour qu'ils puissent vivre des moments sains, heureux, d'activités sportives dans un contexte éducatif. Merci. Merci, Président Bosio. L'une des choses qu'on a compris avec beaucoup de clarté, il faut vraiment des exemples. On a besoin de maîtres. On a ici un maître. Sandro Cuomo. Oui.
Je veux dire que j'ai trouvé beaucoup d'idées. Après, j'ai dû m'arrêter parce qu'on a la limite de 20 minutes. Et donc, je ne suis pas allé au-delà. Mais de ce qui a émergé de ces deux relations, ces deux interventions précédentes à la mienne, il y a beaucoup d'idées déjà sur laquelle on pourrait déjà faire une intervention. Une phrase qui m'a vraiment touché du docteur Perillo au début de la rencontre, c'était la phrase qui disait que le sport doit nous aider à développer les talents que le Dieu nous a donnés. Ça, c'est une option, et ma femme peut bien le témoigner, parce qu'elle est là, assise avec moi. Et je me suis vraiment battu pendant longtemps, pendant beaucoup d'années, pendant les années les plus difficiles d'un enfant qui grandit, mon fils, parmi les 12 et 14 ans, c'est vraiment un âge très difficile, un âge où on peut facilement se distraire et aller sur des voies difficiles. Je ne dis pas que je suis contraire à l'utilisation du portable et des vidéojeux. Ils font partie désormais de notre culture. On ne peut pas revenir de l'arrière. Mais la gestion d'un usage modéré de ces objets peut permettre de donner plus de temps à d'autres activités. Et les mots que je disais à mon fils quand je l'ai trouvé dans le vestiaire en train de jouer à des vidéojeux, des jeux que je ne connais pas. Les jeunes, peut-être, là, ils rigolent parce que j'ai mal prononcé le nom du jeu. Mais ils passent plusieurs heures dans le vestiaire. Dans le vestiaire, en train de jouer. Et moi, je lui disais que, comme ça, il ne saurait jamais s'il a un talent, parce que tu le découvriras jamais si tu joues tout le temps ici renfermé avec ce jeu. Je ne suis pas contraire. Tu peux jouer à ce jeu-là, tu peux consacrer du temps à ce jeu-là dans les temps morts, mais ça ne peut pas devenir ton activité la principale. Essaie de comprendre quels sont tes talents. Moi, j'ai tout fait pour l'adresser sur d'autres disciplines, d'autres sports, parce que je voulais éviter un peu la comparaison avec son père. Donc j'espérais vraiment qu'il aurait pu prendre d'autres voies dans d'autres disciplines. Ça ne m'a jamais intéressé qu'il devienne un champion. Pour moi, la chose intéressante, c'était qu'il pouvait se consacrer dans une chose avec engagement, et cet engagement pouvait le gratifier. C'était pour mon fils, mais c'était même pour les autres athlètes avec lesquels je travaille. Et c'était ma préoccupation la principale avec tout le monde. Après, ma mission la principale, c'était... moi, j'ai fait le commissaire technique dans la discipline de l'épée. Et mon travail, c'est d'obtenir des résultats. Donc, l'aspect moral, disons... Morale, c'est entendu comme de valeur du sport. Ça va de la même manière avec les résultats, parce que s'il n'y a pas de résultats, ce serait aussi le fait que je suis crédible comme personne professionnelle. Cet aspect de travail, donc mener les valeurs et les résultats en même temps, ça a été toujours pour moi un devoir très difficile. Surtout aujourd'hui, où il y a un peu la mentalité où faire sport, ça peut signifier devenir champion. Si on n'est pas champion, on ne fait rien dans le sport. Je me relis à une phrase du pape François, tout seul, on ne peut pas jouer. Aujourd'hui, qui va dans les premières pages des journaux, peut-être le premier joueur qui
qui a volé la balle a construit l'action du moment. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour finaliser l'action que l'attaquant a fait. Et dans le journal, on voit le nom de joueur qui a sauvé l'équipe, comme si tous les autres n'avaient rien fait pour faire gagner. Et en réalité, le jeu d'équipe, c'est ça. Et nous, on est un peu fils d'une culture sportive un peu viciée, où l'on cherche seulement à donner un prix à ceux qui finalisent l'action. Et on ne donne pas un poids important au jeu d'équipe. À qui a le mérite que c'est l'équipe entière. Donc, chacun a son rôle dans le sport, ainsi que dans la société. Et à mon avis, c'est un peu la difficulté qu'aujourd'hui, je peux lire aussi dans le sport, mais même dans la vie de tous les jours. Et la difficulté, c'est de reconnaître la valeur même dans les travaux les plus humbles. Pas seulement dans une équipe de foot, mais même dans la société. Le travail les plus humbles, il est un peu vu comme... il est un peu mal vu. Mais s'il n'y a pas le petit travail humble, il n'y a pas le reste non plus. Dans les contextes du bien vivre de la société, chacun a son rôle. Chacun a un rôle qui est déterminant et très important pour le développement de la société. Et c'est leur rôle de finalisateur. Ça n'existerait pas une société faite juste de finalisateurs. Comme il n'y aurait pas une équipe composée que par d'attaquants. Les principes du joueur est d'être au service de l'équipe. C'est cela le message le plus important qui doit être transmis, selon moi, dans la communication sportive. Ça ne concerne pas que les sports d'équipe, mais ça vaut aussi pour les sports comme les miens, donc l'épée, donc comme les sports individuels, comme quand on combat avec des arts, l'un contre l'autre. Et ce n'est pas vraiment comme ça, parce que du moment où on a un entraîneur, on a une équipe composée par deux personnes qui travaillent pour un objectif, pour atteindre un objectif, qui programment ensemble, qui coordonnent, qui souffrent ensemble, qui réjouissent ensemble, déjà à deux. À deux, on est déjà une équipe. Les sports individuels, à mon avis, n'existent pas. C'est le sport qui existe, basta, et ça peut exister un sport d'équipe de deux personnes, ou bien un sport avec plusieurs personnes. Mais on peut dire que dans une discipline où il y a un athlète individuel, il y a beaucoup de choses à préparer, comme le staff des médecins, des techniques, tout autour d'un seul athlète pour son résultat à obtenir. Et déjà ça, c'est une équipe. Moi, autour de la phrase « tout seul on ne peut pas jouer », j'ai pensé à une expérience personnelle que je voudrais bien partager avec vous. Moi, quand j'ai fini mon activité d'athlète en 2000, j'ai eu pendant 3 ans, le rôle que je fais maintenant, c'est-à-dire le directeur technique de l'équipe. Mais en 2003, j'ai démissionné pour le reprendre ensuite en 2009. Et dans cet espace, donc en 2003 jusqu'en 2009, comme tous les athlètes de haut niveau, en appartenant à la police de l'État, en ne plus faisant l'athlète et même plus le technique, j'étais dans les rôles ordinaires de la police d'État. Je faisais comme tous, donc, le service pour le stade. Et en particulier, j'ai vécu cette expérience
très significative pour le but dans le sujet d'aujourd'hui, où je me suis trouvé à faire des liens vraiment littéralement physiques pour la protection du bus des invités de la team de Cesena qui venaient à Naples pour jouer. Donc j'étais en train de travailler dans une masse de personnes qui poussaient tout le monde pour passer. Et au final, le bus arrive. Et en particulier, une personne qui derrière moi voulait me le passer. Moi, j'étais encore entraîné à l'époque, donc j'arrivais bien à tenir tête à cette personne, mais il a insulté ce bus même avant le début du match. Donc, ma réflexion a été celle-là. Mais pourquoi tu les insultes déjà? Le match doit encore commencer. S'ils s'en vont, parce qu'il disait dans son dialecte de Naples, allez-vous-en. Le langage un peu vulgaire, ce n'est pas mon style de le dire, mais je vous assure que le langage n'est pas à redire maintenant dans ce cas-là. Des insultes de tout type, je me suis tourné vers lui, mais s'ils s'en vont, nous, contre qui on va jouer? Il me semble que c'est une question légitime, on va dire. Donc cette personne s'est tournée vers moi, elle m'a regardé d'une manière interrogative. Peut-être c'était pas longtemps, mais ça m'a semblé une éternité, où je me suis rendu compte que j'ai vraiment donné le message principal. Je l'ai vraiment touché et je pense qu'il a compris. Ce n'était pas le cas parce qu'il a commencé à jeter sa canette contre le bus qui passait sur la route et donc j'ai eu l'illusion qu'il avait compris. Mais ça a été une expérience dans laquelle j'ai pu comprendre tout de suite maintenant à la phrase du pape qui nous envoyait le message que tout seul on ne peut pas jouer. Les adversaires ne sont pas des ennemis à détruire, à anéantir, mais ils sont des adversaires avec qui jouer. Et si tout cela n'est pas compris par nous, le sport n'obtient aucun but et n'a aucune raison d'exister. J'ai encore quelques minutes pour parler. Ça a été, à mon avis, une expérience vraiment importante sur le sujet du sport concernant les mots que le pape François a dit. Sur la transmission des valeurs, aujourd'hui, dans mon travail, je me trouve... je suis en train de gérer un phénomène qui est toujours en train de grandir. C'est un phénomène sur lequel on devrait réfléchir, à mon avis. Je vois que les techniques de mon panorama sportif, ils cherchent plutôt que à donner, disons, le rythme à un athlète, le mettre dans des conditions de faire face à n'importe quel type de situation, quoi que ce soit technique ou émotive. Ils essayent ces techniques-là de se substituer à l'athlète et s'y rendre indispensable. Cela peut déterminer, disons, un phénomène qui est maintenant préoccupant, inquiétant. C'est-à-dire que l'athlète ne se sent plus à l'aise, ne se sent plus autonome dans la gestion des situations. Pourquoi le technique fait cela? Il fait cela parce qu'il se préoccupe plus de sa visibilité, de grandir personnellement, que de celle de l'athlète. Selon moi, quand l'athlète se tourne vers le technique, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, et il demande à l'athlète, qu'est-ce que je dois faire? Il a déjà perdu l'assaut, parce que ça veut dire qu'il a déjà arrêté de penser
à une solution de manière autonome. Après, on peut se tromper, mais la solution, c'est l'athlète qui doit la trouver. Il doit être éduqué à la chercher, parce que s'il est éduqué à la demander aux techniques, les techniques ne pourront jamais avoir la sensibilité que dans ce moment-là, l'athlète qui est en train de faire la compétition, on joue tous dans le sport en quelques secondes, donc c'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est un sport qui se base surtout sur la rapidité. Même avant la prévision de ce qui se passe, il faut essayer de faire ce que l'adversaire pense à l'avant de ce que tu es en train de faire. Il faut essayer de faire à l'adversaire ce que tu penses faire, mais tu dois faire l'opposé de ce que tu veux faire croire à l'adversaire que tu fais. Il y a écrit aussi dans le jeu des échecs, dans un livre, parce que ça rend l'idée, le sport avec les échecs, parce que dans le moment même que l'athlète se tourne et me demande « qu'est-ce que je dois faire ?», ça veut dire qu'il a déjà perdu l'assaut en ce qui me concerne, parce qu'il ne trouvera jamais une voie de manière autonome, indépendante. Je pourrais même lui dire « fais comme ça », mais s'il le fait sans la préparation la plus opportune pour ça, le corps n'est pas efficace. Ce que je dis toujours aux techniques, parce que moi je suis toujours en train de travailler sur la formation des techniques, encore avant de la formation des athlètes, je voudrais que les techniques essaient de comprendre cette modalité de transmission des valeurs techniques et morales. Le technique doit faire en sorte que l'athlète, à un certain point, arrive à marcher tout seul, un peu comme tout parent devrait faire pour son fils. Le père, la mère a atteint son objectif quand son fils est capable d'affronter sa vie par ses propres moyens et pas quand le petit-fils a besoin toujours des parents pour affronter la vie. Ça, c'est un passage, à mon avis, un parallélisme très important qui caractérise la vie sociale et la vie sportive, les deux vies ensemble. C'est donc supprimer cette relation de dépendance et donc chercher à travailler sur l'autonomie de l'athlète du garçon. E io penso che Je pense qu'on peut bien conclure, hein, parce que bon, moi, je vais vous dire que je pourrais encore continuer à l'infini, hein, tellement des idées ont été développées. Je tiens à dire que pour être appelé à témoigner sa propre expérience de valeur pour les générations à venir, en ce qui me concerne, je voudrais souligner que la plus grande satisfaction pour moi, c'est d'être appelé en guise de témoin de mes propres expériences pour les générations à venir. Je pense que c'est une grande responsabilité. Ce sont des responsabilités, je pense que chaque personne qui a un rôle public, or moi je pense qu'avant aujourd'hui, personne ne me connaissait, parce que en fait, c'est le ciel olympique qui en décidera pour l'avenir. Voilà, alors, mais bon, à part les victoires, je pense que, voilà, après la victoire, personne ne se rappelle de nous. Mais pour moi, aujourd'hui, ici, c'est la médaille la plus belle que j'ai gagnée.
Guardate, io credo tutti. Je pense que ils se sont mis en jeu, nos intervenants, donc nous leur sommes très reconnaissants. Beaucoup d'idées ont été mises en exergue. Je voudrais les rappeler brièvement. Parce que vous voyez, quand on parle de sport, c'est la dynamique, non pas que de la vie qui en ressort, mais justement de l'éducation, du transfert à nos enfants, de l'expérience que nous faisons. Voilà, je souligne uniquement quelques points qui m'ont particulièrement frappé et que je voudrais ramener chez moi en première personne. Tout d'abord, le but ultime, c'est la construction de la personne, que l'athlète donc devienne soi-même, qu'il puisse sortir le mieux de soi-même. Mais cela ne peut pas se faire à nous seuls. Le pape parlait de transcendance communautaire dans la communauté et ce dont nos intervenants ont témoigné, c'est justement ça, le but de la construction de la personne, la construction du moi. Et à cela, nous avons tous un rôle à jouer. Si ça c'est le but, alors la méthode, le chemin à parcourir est important, non pas les homélies ou les jérémiades, les grands discours, ça aussi est ressorti très clairement. C'est l'expérience qui sort de l'expérience. Donc, le fait de voilà, se passer la balle des uns et des autres, comme le pape nous le rappelait pour le match à San Lorenzo. Voilà, les valeurs passent par l'expérience, non pas par les grands discours. Voilà pourquoi il n'y a rien d'automatique. Nous devons effectivement apprendre au meeting même cela, c'est-à-dire que dans ce transfert, il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de sûr, comme on le voyait très bien dans les paroles de M. Bose. Ce n'est pas qu'il faut une structure, il faut des règles, il faut des schémas. Le sport n'éduque pas automatiquement. Rien n'éduque automatiquement. Il faut que nous nous mettons en jeu, nous nous mettons en service, au service. Donc voilà, il n'y a rien d'automatique dans l'éducation, dans le transfert de ces valeurs éducatives. C'est une proposition qui est faite à ceux qui librement décident de parcourir ce chemin avec toi ou pas. Voilà ce qu'il y a de plus beau. Parce que voilà que l'humain se réveille, eh bien, il faut cette dynamique pour. Dans le sport, cela est très clair. Ce qui d'ailleurs est très clair est aussi, on le voyait très clairement tout d'abord, je le reprends un instant, que pour toute cette dynamique éducative, il faut des témoins de gens, il faut des personnes qui soient impliquées, qui aient à cœur le destin de l'autre, parce qu'aucun transfert n'est automatique, mais pour faire un chemin ensemble avec les autres, afin que les autres puissent participer de ton expérience, que son expérience devienne ton expérience. Par exemple, je pense à M. Cuomo, donc, qui témoigne de ce qu'il enseigne. Donc, je pense que c'est bien ça ce qui nous donne plus de satisfaction. Voilà, pour cela faire, il faut des témoins, il faut des témoignages. Il faut que quelqu'un se mette en jeu avec sa propre liberté. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à découvrir ces jours-ci au meeting. Et c'est aussi pour cela que nous remercions avec un grand applaudissement nos intervenants pour la rencontre d'aujourd'hui. Parce que finalement, ils nous ont vraiment témoigné ce dont on parle. Avant de vous saluer, je tiens à vous donner une information.
En passant, vous savez que le meeting, pour pouvoir vivre, a besoin de jouer en équipe. Je vous rappelle que cette année aussi, vous pouvez contribuer concrètement à la construction du meeting avec les donations. À cette fin, vous trouverez des boîtes, des postes, des points bien précis pour la possibilité de faire une donation. Donc, cherchez ces desks, des petits kiosques avec des petites boîtes pour votre contribution concrète, pour que le meeting puisse continuer, pour garantir que cela puisse encore se faire à l'avenir. Je vous remercie, vous souhaite encore un bon meeting.